avec vous. On peut peut-être essayer pour voir si je vous entends. J'ai choisi pour thématique la dénonciation des traités de protection des droits de l'homme. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle j'ai choisi cette thématique? C'est un sujet d'actualité, peut-être. La protection des droits de l'homme est un sujet d'actualité. Alors, la protection des droits de l'homme, en général, est un sujet d'actualité, c'est vrai. Et malheureusement, la dénonciation des traités de protection des droits de l'homme est aussi un sujet d'actualité, puisque on a plusieurs exemples, beaucoup d'exemples, beaucoup trop à mon goût, d'exemples d'États qui ont dénoncé les traités de protection des droits de l'homme dans les différents systèmes de protection. Donc, j'ai listé sur cette diapositive les exemples connus et je les ai classés par système de protection. Donc, vous voyez que dans le système onusien de protection des droits de l'homme, il y a déjà 4 États qui ont dénoncé, alors pas exactement le pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais plutôt le protocole facultatif au pacte. Est-ce que vous savez ce que c'est que le protocole facultatif au PIDCP? Est-ce que vous vous rappelez? On va y revenir. Je vais y revenir. Je fais une présentation très générale et après, on va examiner système par système pour des raisons que je vais vous expliquer. Donc, on voit que dans le système onusien, il y a déjà 4 États qui ont dénoncé le protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans le système interaméricain, on a déjà plusieurs tentatives également, que j'ai listées ici. On va y revenir plus en détail tout à l'heure. Dans le système africain de protection des droits de l'homme, 4 États également ont dénoncé non pas la charte africaine, non pas le protocole à la charte africaine créant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mais l'article 34, paragraphe 6. Je vais revenir un peu plus tard pour vous expliquer de quoi il s'agit exactement. Et puis, dans la période la plus récente, on a aussi des inquiétudes du côté du système européen de protection des droits de l'homme, avec au moins une dénonciation récente, c'est la dénonciation par la Turquie d'une convention qu'on appelle la Convention d'Istanbul. Donc, j'ai choisi ce sujet, la dénonciation des traités de protection des droits de l'homme, parce que c'est un sujet malheureusement d'actualité et c'est un sujet assez inquiétant. Pourquoi est-ce que c'est inquiétant? Peut-être qu'il faut revenir sur ce que c'est la dénonciation d'un traité. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que la dénonciation d'un traité de protection des droits de l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez pas trop? Dénoncer un traité, alors j'ai mis une définition succincte ici. Dénoncer un traité, ça veut dire qu'un État se désengage du traité. Un État a ratifié un traité, donc il s'est donné des obligations juridiques, il retire cet engagement, ça veut dire qu'il n'est plus lié par des obligations juridiques. Alors, il faut être un peu précis. Moi, je suis une juriste. Je n'ai pas rappelé que je suis professeure de droit public à l'Université de Grenoble. Moi, je suis juriste et donc il faut être un petit peu précis parce qu'il y a 2 modalités de dénonciation des traités avec des intensités variables. Tout va bien? J'ai entendu un bruit? Donc, il y a 2 modalités de dénonciation. Soit on dénonce le traité de protection des droits de l'homme en soi, l'État n'a plus aucune obligation, n'a plus aucun engagement. Ça, c'est la forme la plus grave de dénonciation d'un traité de protection des droits de l'homme, parce que il n'y a plus du tout de protection juridique pour la population placée sous la juridiction de l'État en question. Et puis, il y a une deuxième forme de dénonciation. L'État dénonce la compétence de l'organe de contrôle. Il reste lié par le traité, il reste lié par des obligations de protection des droits de l'homme, mais
il n'est plus tenu de se soumettre au mécanisme de contrôle prévu par le traité en question. Ces deux modalités, on va les retrouver tout au long de ma présentation, étant entendu que, en l'état actuel tout au moins, le plus souvent, en tout cas pour l'instant, le plus souvent, on a affaire à des dénonciations de l'acceptation de la compétence de l'organe de contrôle, la deuxième modalité de dénonciation. Alors, je vous ai dit, on retrouve différents exemples de dénonciation d'un traité de protection des droits de l'homme dans la pratique récente, dans les différents systèmes de protection des droits de l'homme. Et du point de vue juridique, il y a deux façons de traiter ces dénonciations. Les deux hypothèses, je les ai indiquées sur la diapositive. Tout dépend du contenu du traité. Certains traités contiennent une clause de dénonciation. Certains traités contiennent un article qui autorise les États parties à le dénoncer et qui prévoit les modalités de dénonciation, les modalités à suivre, la procédure à suivre pour l'État qui veut dénoncer. Et puis, d'autres traités ne contiennent pas de clause de dénonciation. Et la réponse qu'on apporte du point de vue juridique varie selon l'hypothèse considérée. Quand le traité contient une clause de dénonciation, c'est assez simple. Il suffit de regarder les modalités prévues par la clause. Et si le traité ne contient pas de clause de dénonciation, on peut se référer au traité des traités, qui est la Convention de Vienne sur le droit des traités, convention qui date de 1969. Vous savez que c'est la convention qui régit le droit des traités, qui réglemente la manière dont doivent être interprétés, signés, ratifiés, etc., les traités. Et dans cette convention de Vienne sur le droit des traités, il y a un article qui porte sur la dénonciation, c'est l'article 56 de cette convention de Vienne. Alors, voici l'article 56. Si vous le souhaitez, je pourrais vous envoyer mon PowerPoint, il n'y a aucune difficulté. Moi, j'aime bien toujours dans mes interventions donner le texte brut. C'est toujours important d'aller lire le texte brut. Voici l'article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Et donc, on voit que cet article est composé de 2 paragraphes. Seul le premier paragraphe va m'intéresser, parce que ce premier paragraphe traite de l'hypothèse dans laquelle un traité ne contient pas de disposition relative à son extinction. Ce traité ne prévoit pas qu'on puisse le dénoncer ou s'en retirer. Et donc, dit la Convention de Vienne, un tel traité ne peut faire l'objet d'une dénonciation ou d'un retrait, sauf si le principe, c'est qu'un traité qui ne contient pas de clause de dénonciation ne peut pas être dénoncé. Sauf si, 2 hypothèses. Première hypothèse, c'est le petit a ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Sauf si il est établi qu'il entrait dans l'intention des parties, des États, d'admettre la possibilité d'une dénonciation ou d'un retrait. Donc, on peut dénoncer un tel traité si on arrive à prouver que les États, en réalité, avaient l'intention de se laisser la possibilité de le dénoncer, comme si les États avaient oublié d'introduire dans le traité une clause de dénonciation. Et puis, deuxième hypothèse, on peut dénoncer un tel traité si le droit de dénonciation ou de retrait peut être déduit de la nature du traité. La question qui se pose, c'est la problématique générale de mon intervention. Y a-t-il ou devrait-il y avoir une spécificité pour les traités de protection des droits de l'homme? Est-ce que tous les traités, quel que soit leur contenu, quel que soit leur objet, doivent être régis par les mêmes règles en termes de dénonciation? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, prévoir des règles spécifiques pour les traités de protection des droits de l'homme? Alors, pourquoi des règles spécifiques pour les traités de protection des droits de l'homme? Pourquoi je pose cette question? Pourquoi cette question se pose-t-elle à votre avis? Est-ce que vous avez une idée?
des traités qui ont une importance plus que d'autres. Alors, il y a une spécificité qu'on essaie de l'insertion. Alors, vous avez raison, on peut considérer que les traités de protection des droits de l'homme sont plus importants que d'autres traités. Alors, pour quelle raison on pourrait penser qu'ils sont plus importants? Vu que les droits de l'homme ont une valeur universelle, Oui, que les États s'engagent. oui, c'est une première idée. Alors, c'est toujours là, c'est une question récurrente en droit international. Est-ce que vous voulez bien répéter? Je n'ai pas entendu, pardon. J'avais dit que parce que tous les États s'engagent à garantir les droits de l'homme, et il s'agit des valeurs suprêmes et universelles. C'est pas mal. Vous touchez du doigt la spécificité des traités de protection des droits de l'homme, et on retrouve ça sur différentes thématiques du droit international. La spécificité, c'est que les États qui ratifient un traité de protection des droits de l'homme ne se reconnaissent pas des droits et des obligations elles-mêmes. Ils reconnaissent des droits aux individus. Les États partis n'ont pas d'obligations réciproques entre eux. Ils ont des obligations à l'égard des individus. Et ça, c'est une grande spécificité des traités de protection des droits de l'homme, puisque, comme vous le savez, en général, les traités en droit international visent à consacrer des obligations réciproques entre les États, des relations réciproques entre les États. Là, c'est un peu différent avec les traités de protection des droits de l'homme. Il s'agit de protéger un tiers, des tiers, les individus. Et donc, pour cette raison-là, la question se pose de savoir si la dénonciation de ce type de traité de protection des droits de l'homme devrait être soumise à des règles spécifiques. Pour traiter cette problématique, donc cette problématique, c'est la problématique générale, c'est le fil rouge de mon intervention. On va retrouver des éléments relatifs à cette spécificité, à cette absence de spécificité tout au long de mon intervention. Je vais décliner cette problématique générale en deux questions. Première question, est-ce qu'il est possible pour un État de dénoncer un traité de protection des droits de l'homme qui ne contient pas de clause de dénonciation? Et deuxième question, est-ce qu'un traité qui contient une clause de dénonciation peut être dénoncé quasiment sans condition particulière? Est-ce que c'est simple ou est-ce que ça devrait être simple de dénoncer un traité qui contient une clause de protection des droits, une clause de dénonciation, pardon. Eh bien, la réponse à cette question varie selon le système de protection des droits de l'homme considéré. C'est-à-dire que tous les organes de protection des droits de l'homme n'ont pas répondu de la même façon à ces deux questions. Et donc, c'est un peu dommage. On a ici une dissonance, une absence d'harmonie qui me semble regrettable. Je pense que ce serait mieux qu'il y ait une harmonisation entre les différents organes de protection des droits de l'homme. Peut-être qu'on y arrivera un peu plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est vous présenter la position des différents organes de protection des droits de l'homme. Autrement dit, vous présenter la façon dont la question a été traitée dans les différents systèmes de protection des droits de l'homme. On commence par le niveau onusien. Alors, vous savez, il y a 4 systèmes de protection. Le niveau onusien, c'est le niveau universel. Tous les États du monde peuvent adhérer au traité onusien. Et puis, il y a des systèmes régionaux, le système interaméricain, le système africain, le système européen. Commençons par le système onusien. La question s'est posée plus spécifiquement au sujet du PIDCP, le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Petit rappel, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, il y a 2 niveaux d'engagement au titre du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Comme je le disais tout à l'heure, on peut, premier niveau, ratifier le pacte. L'État qui a ratifié le pacte crée des obligations. Cette ratification permet par ailleurs un contrôle sur rapport exercé par le Comité des droits de l'homme, un organe onusien. La simple ratification du pacte permet aussi des communications interétatiques, mais c'est extrêmement rare, c'est une hypothèse, pas la peine qu'on y passe beaucoup. Donc, premier niveau, un État ratifie le pacte. Deuxième niveau, un État ratifie le pacte, et en plus, il ratifie le protocole facultatif au pacte. Alors, en réalité, aujourd'hui, il y a 2 protocoles facultatifs. Je fais référence ici au premier protocole facultatif au PIDCP, qui permet au Comité des droits de l'homme, c'est l'organe de contrôle, de recevoir des communications individuelles, des plaintes individuelles, si vous voulez. Des plaintes introduites auprès du Comité des droits de l'homme par les personnes qui se trouvent sous la juridiction de l'État partie concerné. Donc, 2 niveaux d'engagement. J'ai reproduit ici le texte des articles pertinents. Je vais y revenir dans un tout petit instant. Et donc, on a eu dans l'histoire récente, relativement récente, on a eu un premier État qui a manifesté une volonté de dénoncer le pacte. C'est la Corée du Nord. Ça s'est passé en 1997. Donc, la Corée du Nord voulait dénoncer non pas le protocole facultatif, mais carrément, directement le pacte lui-même, le PIDCP lui-même. La Corée du Nord voulait se désengager complètement de toutes ses obligations au titre du pacte. Je reviens sur mes articles. Ici, on a l'article 41 du PIDCP qui traite des communications étatiques. Je n'ai pas vraiment le temps de lire in extenso l'article. Je vais aller directement à l'essentiel que j'ai identifié en gras. Dans cet article 41 du pacte, il est prévu qu'un État peut retirer son acceptation des communications interétatiques. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une simple notification adressée au secrétaire général. Dans le protocole facultatif, qui porte sur les communications individuelles, eh bien, il y a simplement l'article 1er, pardon, l'article 1er qui prévoit la ratification du pacte. Et puis l'article 12 qui prévoit la dénonciation. Tout État partie peut, à tout moment, dénoncer le protocole par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Cette dénonciation prendra effet 3 mois après l'envoi de la notification au secrétaire général. Autrement dit, on a dans le pacte une clause qui prévoit la dénonciation de l'acceptation des communications interétatiques, et on a dans le protocole facultatif une clause qui autorise la dénonciation de l'acceptation des communications individuelles. Qu'est-ce qui manque? Je reviens à mon hypothèse. La Corée du Nord voulait en 1997 dénoncer non pas le protocole facultatif, mais le pacte lui-même. Est-ce que cette hypothèse est prévue
par le pacte. J'ai entendu que vous avez répondu, mais je n'ai pas entendu la réponse. Pardon. Vous avez parfaitement raison. Le pacte ne prévoit pas une clause permettant la dénonciation du traité de façon générale. Et donc, le Comité des droits de l'homme a été amené à examiner ce qu'il faut faire, à examiner cette hypothèse. Il s'est posé la question de savoir si la Corée du Nord ou tout autre État peut dénoncer le pacte alors même que ce pacte ne prévoit pas de clause de dénonciation. La réponse du Comité des droits de l'homme est contenue dans l'observation générale numéro 26, qui porte sur la continuité des obligations souscrites en vertu du pacte, qui date de décembre 1997. Si jamais le sujet intéresse certaines ou certains d'entre vous, vous pouvez aller voir l'observation générale en suivant ce lien. Et j'ai reproduit sur ma diapositive les passages clés, les passages essentiels de cette observation générale. Le Comité des droits de l'homme dit ceci: le pacte ne contient aucune disposition réglant sa propre extinction ou sa dénonciation. Donc, il faut se référer à la Convention de Vienne sur le droit des traités. Cette Convention de Vienne prévoit que le pacte est insusceptible de dénonciation ou de retrait, à moins qu'il ne soit établi deux hypothèses: que les États avaient l'intention d'admettre la dénonciation, ou encore que le droit de dénonciation va naturellement de pair avec le traité. Et le comité va se demander si l'une de ces deux hypothèses se rencontre en l'espèce. Il examine la première hypothèse: est-ce que les États avaient l'intention de se laisser la porte de la dénonciation ouverte? Est-ce que les États ont simplement oublié d'introduire une clause de dénonciation dans le pacte? Et le Comité des droits de l'homme répond non. Les États ont prévu la possibilité de dénoncer l'acceptation des communications interétatiques à l'article 41, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais les États n'ont pas... les États ont prévu cette possibilité à l'article 41 du pacte. Ils ont prévu la même possibilité s'agissant des communications individuelles. Dans le protocole facultatif, il y a l'article 12 qu'on a lu tout à l'heure. Donc, les États n'ont pas oublié de traiter la question de la dénonciation. Ils ont simplement choisi de ne pas accepter la possibilité d'une dénonciation du pacte dans sa globalité. On peut donc, conclut le Comité des droits de l'homme, on peut donc en conclure que les rédacteurs du pacte avaient manifestement l'intention d'exclure toute possibilité de dénonciation du pacte dans sa globalité. La première hypothèse prévue par l'article 56 de la Convention de Vienne, elle n'est pas remplie, la condition n'est pas remplie. On ne peut pas dire que les États avaient manifesté l'intention d'accepter la dénonciation. Il reste une seconde hypothèse. Est-ce que le pacte international relatif aux droits civils et politiques est l'un de ces traités qui, par nature, autorise la dénonciation? Et le Comité des droits de l'homme répond non. Le pacte n'est pas le type de traité qui, en raison de sa nature, implique un droit de dénonciation. Et puis, il explique, il motive, le pacte n'a pas le caractère provisoire caractéristique des instruments dans lesquels un droit de dénonciation est réputé admis. Ce n'est pas un traité provisoire. Et puis, deuxième aspect, les droits consacrés dans le pacte appartiennent aux individus,
on l'a dit tout à l'heure. Et donc, dès lors qu'un État accorde une protection aux individus, il ne peut plus revenir en arrière. Cette protection échoit au territoire et continue d'être due aux individus en dépit de toute mesure qui pourrait avoir prise ultérieurement l'État partie en vue de lui dépouiller des droits garantis par le peuple. Le comité, conclusion, est donc fermement convaincu que le droit international n'autorise pas un État qui a ratifié le pacte à le dénoncer ou à s'en retirer. Est-ce que la démarche du comité, le raisonnement du comité vous paraît logique? Certainement, c'est logique parce qu'on ne peut pas marcher en arrière pour dénoncer quelques droits qui ont un caractère fondamental. Alors, je suis assez d'accord avec vous, ça paraît logique. Le comité dit, il n'y a pas de clause de dénonciation, qu'est-ce que je fais? Je me réfère au traité des traités, et il prend quasiment ligne par ligne de l'article 56 de la Convention de Vienne, et il dit, est-ce qu'on est dans l'une des hypothèses prévues par la Convention? Non, on n'est pas dans l'une des hypothèses prévues par la Convention, donc le traité ne peut pas être dénoncé. Alors, vous allez voir, gardez ça en tête, parce que vous allez voir que d'autres organes n'ont pas eu le même cheminement. Je vais y revenir dans un petit instant. Alors, quel est l'effet pervers, quand même, de ce raisonnement? Est-ce qu'à votre avis, il y en a un? Le comité dit, on ne peut pas dénoncer le pacte. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dénoncer? Le protocole facultatif. Et vous avez raison. Donc là, j'ai résumé ce que je viens de dire. Impossible de dénoncer le pacte. C'est pas révolutionnaire, c'est simplement une application de l'article 56, paragraphe 1 de la Convention de Vienne. Sauf que le comité ne peut pas faire autrement que d'accepter le fait que le protocole facultatif prévoit une clause de dénonciation. Donc, on ne peut pas dénoncer le pacte dans sa globalité, par contre, on peut dénoncer le protocole facultatif. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs exemples d'États qui ont dénoncé le protocole facultatif, qui ont retiré leur acceptation des communications individuelles, leur acceptation des plaintes individuelles auprès du comité des droits de l'homme. Alors, le premier exemple est celui de la Jamaïque, qui a notifié son retrait en 1997, donc effet 3 mois plus tard. La dénonciation a pris effet le 23 janvier 1998. Ensuite, on a l'exemple de Trinité et Tobago, qui a dénoncé le protocole facultatif. Alors, c'était un peu rocambolesque. Trinité et Tobago a dénoncé le protocole facultatif à 2 reprises. Ils ont dénoncé une première fois en 1998. Et après avoir dénoncé le protocole, ils l'ont ratifié à nouveau, mais cette fois-ci avec une réserve. Ce qui pose problème à Trinité et Tobago, c'est la peine de mort. C'est la question de la peine de mort. Est-ce que Trinité et Tobago veut conserver la possibilité de condamner à mort ces ressortissants qui en sont passibles en vertu de sa législation? Et donc, Trinité et Tobago ratifient à nouveau le protocole avec réserve relative à la peine de mort, sauf que le Comité des droits de l'homme, dans une décision de 1998, une décision Kennedy contre Trinité et Tobago, estime que la réserve n'est pas conforme au pacte, n'est pas valable, n'est pas valide, parce qu'on ne peut pas accepter un mécanisme de communication individuelle en excluant de ce mécanisme de contrôle une catégorie particulière d'individus. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les droits de l'homme sont universels, donc si on accepte la communication individuelle, il faut le faire pour toutes les personnes placées sous la juridiction de l'État. On ne peut pas dire
telle catégorie d'individus ne peut pas saisir le comité des droits de l'homme. Et donc, Trinité et Tobago, malheureusement, il n'y a pas du tout plu cette décision du comité des droits de l'homme, donc il a dénoncé à nouveau le protocole facultatif, avec effet, donc c'était en 2000, quelques mois plus tard, avec effet donc à partir du 27 juin 2000. Autre exemple avec le Guyana, repris en 99, avec effet à partir du 5 avril, date à laquelle le Guyana a ratifié à nouveau le protocole en formulant une réserve. Et dernier exemple en date, l'exemple le plus récent, hélas, le Bélarus a lui aussi dénoncé très récemment le protocole facultatif. Ça date du 8 novembre 2022, avec effet à partir du 8 février 2023. Ça fait à peine un mois. C'est dire que la question est d'actualité. Et évidemment, dans le contexte actuel de remise en cause assez frontale du droit international des droits de l'homme, on ne peut malheureusement pas exclure qu'il y ait d'autres exemples de dénonciation du protocole facultatif. Comme je disais, est-ce que pour l'instant vous avez des questions? Ça vous semble clair? Oui? Vous n'êtes pas encore gagné par la digestion? Par la fatigue de la digestion? Comment? Pas encore. Pas encore. Ceci dit, de ce point de vue, on est égaux, puisque si vous êtes frappé par la fatigue de la digestion, je le serai aussi. Donc, comme ça, on est sur le même plan. Donc, comme je vous le disais, tous les organes de protection des droits de l'homme n'ont pas la même approche sur cette question-là. Et on va voir que dans le système interaméricain de protection des droits de l'homme, la réponse apportée par la Cour interaméricaine est un petit peu différente. Petit rappel, dans le système interaméricain de protection des droits de l'homme, il y a cette fois-ci 3 niveaux d'engagement, non plus 2, mais carrément 3. Premièrement, l'État adhère à l'Organisation des États américains, OEA. Dès lors qu'il adhère à l'OEA, il accepte la Déclaration américaine relative aux droits et devoirs de l'homme. Et, puisqu'il est membre de l'OEA, les organes de l'OEA sont compétents. Et parmi les organes de l'Organisation des États américains, il y a la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Donc, dès lors qu'un État adhère à l'Organisation des États américains, la Commission interaméricaine des droits de l'homme est compétente pour examiner la situation des droits de l'homme au regard, en particulier, de la Déclaration américaine relative aux droits et devoirs de l'homme. Ça, c'est le premier niveau d'engagement. Deuxième niveau d'engagement, un État membre de l'Organisation des États américains peut choisir de ratifier la Convention américaine relative aux droits de l'homme. J'abrège en CADH, parce que les intitulés sont toujours longs en droit international. Cette ratification de la Convention américaine rajoute un niveau de contrôle supplémentaire. La Commission interaméricaine est compétente non seulement pour examiner la situation des droits de l'homme au regard de la déclaration, mais aussi pour examiner la situation des droits de l'homme au regard de la Convention. Ailleurs, la Convention prévoit la possibilité de requêtes individuelles et interétatiques. Mais quand un État ratifie uniquement la Convention, seule la Commission est compétente. Il y a un troisième niveau d'engagement pour que la Cour interaméricaine des droits de l'homme soit compétente. Il faut non seulement que l'État ait ratifié la Convention américaine, mais il faut au surplus qu'il ait accepté
la compétence contentieuse de la Cour. Si l'État a accepté la compétence contentieuse de la Cour, un individu peut saisir la Commission interaméricaine des droits de l'homme, une plainte individuelle, et la plainte individuelle, une fois qu'elle est traitée par la Commission interaméricaine, peut éventuellement être transmise à la Cour. Dans le système interaméricain, il n'y a pas de saisine directe de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc, 3 niveaux d'engagement possibles. Et donc, ça veut dire, parallèlement, 3 niveaux de dénonciation possibles. Dans le système interaméricain, plus précisément dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme, il y a un article qui traite de la dénonciation. Cet article, c'est l'article 78. Et vous pouvez lire avec moi, les États parties peuvent dénoncer la présente convention. Il n'y a pas beaucoup d'exigences. Les conditions ne sont pas vraiment drastiques. Il suffit 2 choses. Il suffit d'attendre un délai de 5 ans après avoir ratifié la convention. Et puis, deuxièmement, il suffit d'être un tout petit peu patient. Il faut un délai de préavis d'1 an. On est d'accord? C'est quand même pas très exigeant. Hein, c'est assez facile de dénoncer un traité, enfin de dénoncer ce traité-là. D'accord? Les conditions sont pas difficiles à remplir. Il suffit d'être un petit peu patient. On a dans l'histoire... Pardon. Hop. On a dans l'histoire du système interaméricain plusieurs exemples, là encore, de dénonciation. Alors, dénonciation de quoi? Le premier exemple, dénonciation de quoi? Réponse, ça dépend des hypothèses. Le premier exemple remonte à 98, c'est encore Trinité et Tobago, et c'est toujours à cause de la question de la peine de mort. Vous vous rappelez, Trinité et Tobago a dénoncé le protocole facultatif du DCP pour la même raison, parce qu'il estimait que le protocole facultatif l'empêchait d'appliquer la peine de mort comme il le souhaitait. Plus précisément, Trinité et Tobago avaient une argumentation assez cynique, je trouve. Le gouvernement disait le fait de prévoir la possibilité pour des condamnés à mort de saisir des organes internationaux de protection des droits de l'homme, ça rallonge le délai. Ça m'empêche d'exécuter les gens rapidement. Et donc, j'arrive pas à respecter la durée des procédures de condamnation comme l'exige la Constitution nationale. Et donc, de fait, puisque je dois laisser aux individus condamnés à mort la possibilité de saisir la Cour interaméricaine, le Comité des droits de l'homme, de fait, je suis obligée de commuer les peines de mort en détention à perpétuité. Et ça ne me plaît pas du tout parce que la population de Trinité et Tobago veut la peine de mort. Vous voyez, il suffit de faire un tout petit raccourci pour arriver à la conclusion que le fait de rester lié par ces mécanismes de contrôle est contraire à la volonté populaire. Donc, Trinité et Tobago dit « je dénonce la convention ». Malheureusement, il n'y avait pas énormément de leviers possibles pour la Cour, puisque la dénonciation est prévue par la convention. Donc, tout ce qu'a pu faire la Cour, c'est de rendre plusieurs arrêts relatifs à la peine de mort à Trinité et Tobago dans le délai de préavis d'1 an. Vous comprenez ce que ça veut dire, le délai de préavis d'1 an? Concrètement, ça veut dire quoi? Par exemple, dans le cas de Trinité et Tobago, le 26 mai 1998, Trinité et Tobago notifie la dénonciation.
Elle prend effet 1 an plus tard. Jusque quand un individu peut saisir la Cour interaméricaine? Jusqu'au 26 mai 98 ou jusqu'au 26 mai 99? Jusqu'au 26 mai 99, c'est exactement ça. Le délai de préavis veut dire que l'État reste lié par le traité, par le mécanisme de contrôle, encore pendant 1 an. Donc, si vous êtes, les personnes qui sont concernées peuvent encore saisir l'organe de contrôle, il restera compétent pour examiner les plaintes en question. Alors, le deuxième exemple de dénonciation de la Convention américaine relative aux droits de l'homme est celui du Venezuela. En 2012, il doit y avoir une petite erreur parce qu'il y a un délai d'1 an, donc j'ai mis 2012 et 2012, ça devait être septembre 2011, et fait en septembre 2012. Alors, dans le cas du Venezuela, tout a commencé par un arrêt de la Cour suprême du Venezuela, un arrêt du 18 décembre 2008, arrêt sollicitor général contre République de... Pardon, sollicitor général of the Republic versus Venezuela. Je ne suis pas sûre de prononcer comme il faut, mon espagnol n'est pas terrible. Et dans cet arrêt, la Cour suprême refuse de donner effet à un arrêt de la Cour interaméricaine, refuse d'exécuter un arrêt de la Cour interaméricaine parce qu'il considère que la Cour interaméricaine usurpe les pouvoirs de la Cour constitutionnelle vénézuélienne. Et la Cour suprême, en 2008, demande à l'exécutif de dénoncer la Convention américaine. En réalité, cette dénonciation s'inscrit dans un contexte de critique très générale du système interaméricain de protection des droits de l'homme par le Venezuela. Pour faire simple, le Venezuela accuse la Cour interaméricaine de tous les maux de la terre. Elle l'accuse de partialité à l'égard du Venezuela. Elle l'accuse d'utiliser la Convention comme une arme politique contre le gouvernement du Venezuela, et elle accuse la Cour d'être à la solde des États-Unis, de chercher à satisfaire les intérêts des États-Unis. Le Venezuela dénonce la Convention américaine en 2012, mais elle restait liée à la charte de l'Organisation des États américains. Il y avait encore un dernier niveau de contrôle possible. Vous rappelez les 3 niveaux d'engagement. Le Venezuela avait renoncé au 2e niveau, il restait encore le 1er niveau. Le 1er niveau est également caduc aujourd'hui, puisque en 2017, le Venezuela a franchi un pas supplémentaire. Il a dénoncé aussi la charte de l'OEA, de l'Organisation des États américains. Et donc, depuis, le Venezuela est soustrait à toute possibilité de contrôle, d'examen par le système interaméricain. Autre exemple, dénonciation de facto de la Convention par la République dominicaine en 2014. Alors, pourquoi de facto? Parce que il n'y a pas eu d'acte, il n'y a pas eu de notification officielle par le gouvernement de la République dominicaine. L'histoire commence par un arrêt de la Cour interaméricaine de 2014 qui porte sur le sort réservé aux Haïtiens. Vous savez, la République dominicaine se situe sur une île qu'elle partage avec un petit État qui est un des plus pauvres du monde, qui est Haïti. Donc, ils sont tous les deux sur la même île, partagés à peu près en deux. Et donc, évidemment, vu l'écart de richesse entre Haïti et la République dominicaine, eh bien, il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont traversé la frontière pour se rendre en République dominicaine.
Sauf qu'en République dominicaine, ils étaient et ils sont toujours très mal traités. Ce qu'a dénoncé la Cour interaméricaine des droits de l'homme, elle parle de politique discriminatoire de la République dominicaine à l'égard des migrants haïtiens et aussi à l'égard des Haïtiens qui ont réussi à obtenir la nationalité dominicaine. Donc la Cour interaméricaine dit là, il y a une violation du fait de ce traitement discriminatoire, il y a une violation de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. La République dominicaine n'est pas très contente. Elle dit, j'exécute pas l'arrêt. Cette fronde est doublée par un arrêt de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine qui tarde pas, hein, novembre 2014. L'arrêt de la Cour interaméricaine date d'août. En novembre 2014, la Cour constitutionnelle déclare que l'acceptation par la République dominicaine de la compétence de la Cour interaméricaine est inconstitutionnelle. Donc là, on est au 3e niveau d'engagement. Ce n'est pas la ratification de la Convention américaine qui est jugée inconstitutionnelle, c'est le 3e niveau d'engagement, l'acceptation de la compétence contentieuse de la Cour. Pourquoi cette acceptation est inconstitutionnelle selon la Cour constitutionnelle de la République dominicaine? Eh bien, parce que le président a accepté la compétence de la Cour interaméricaine sans obtenir au préalable l'approbation du Congrès. Suite à cet arrêt, il n'y a plus eu d'arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme au sujet de la République dominicaine. Il n'y a pas eu de dénonciation à proprement parler par le gouvernement de la République dominicaine. Il y a eu une dénonciation de facto. De fait, la Cour interaméricaine n'examine plus de requêtes concernant la République dominicaine. Et puis, quasiment la dernière illustration de date, en 1999, le Pérou avait pour projet de dénoncer, là aussi, non pas la Convention en son intégralité, mais simplement l'acceptation, la déclaration d'acceptation de la compétence contentieuse de la Cour. On a dit que ce projet de dénonciation de la déclaration d'acceptation de la compétence contentieuse de la Cour, c'est assez long à dire, hein, mais pour être rigoureux, c'est comme ça qu'il faudrait parler. Donc, on a dit que ce projet de dénonciation visait à éviter que la Cour ne se prononce sur 2 affaires qui étaient sensibles pour le Pérou, politiquement sensibles, je veux dire, au sujet de la liberté de la presse et de l'indépendance de la justice. Et la Cour interaméricaine rend un arrêt, le 24 septembre 1999, un arrêt Ifscher-Bonstein, tribunal constitutionnel contre le Pérou, arrêt dans lequel elle estime que, en fait, on ne peut pas dénoncer uniquement l'acceptation de la compétence contentieuse de la Cour. On peut dénoncer la Convention américaine, puisque le fameux article 78 prévoit expressément une possibilité de dénonciation. Par contre, dit la Cour, on ne peut pas dénoncer uniquement la clause d'acceptation de la compétence contentieuse de la Cour. Soit on dénonce la Convention dans son ensemble, soit on accepte le mécanisme de contrôle. Pour dire, l'acceptation de la compétence contentieuse de la Cour est non détachable de la ratification de la Convention.
Alors, c'est un élément qu'il serait utile de garder dans un coin de la tête, parce qu'on va voir que la Cour africaine des droits de l'homme a retenu une position tout à fait différente. La même question lui était posée, elle a répondu de façon totalement opposée. Et alors, on pourrait se dire que cette solution de la Cour interaméricaine est un coup de poker. Que l'État pourrait très bien dire, ah bon, moi je voulais simplement retirer mon dernier niveau d'engagement, je voulais simplement retirer l'acceptation de la compétence contentieuse de la Cour, vous ne voulez pas, eh ben je dénonce toute la convention. Ça aurait pu se terminer comme ça. C'est pas ce qui s'est passé. Finalement, le Pérou a rétropédalé pour des raisons de contexte politique. Le gouvernement au Pérou a changé et le nouveau gouvernement n'a pas renouvelé ce projet de dénonciation de la compétence contentieuse de la Cour. Vous m'entendez toujours? Vous voyez toujours mon PowerPoint? Oui? Super. Pas de questions? Vous arrivez à suivre? Ça va? C'est dur? C'est dur, mais c'est... C'est simple, mais ça va. C'est dur, mais c'est simple. Parce qu'avec le PowerPoint, c'est plus facile à comprendre. Ah oui, le PowerPoint, ça simplifie les choses, oui. D'accord. Je vous dis, si vous n'avez peut-être pas besoin de tout prendre en note. Si vous voulez avoir des notes propres, je peux vous envoyer mon PowerPoint. Je passerai par Madame Krigis. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous concentrer sur les explications. J'ai reproduit sur le PowerPoint les passages pertinents de l'arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, l'arrêt dont je viens de vous parler. Je vous ai donné l'apport à l'oral. Si jamais vous avez envie d'aller voir dans le texte comment la Cour interaméricaine explique sa solution, vous avez les extraits pertinents. Ce qui est un peu compliqué en droit international, vous savez que les juridictions internationales motivent longuement. Il faut convaincre des entités souveraines, donc c'est toujours très long. C'est pas résumé en 2 ou 3 paragraphes. Donc, je ne vais pas avoir le temps ici de lire en intégralité l'arrêt de la Cour, mais sachez que si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le texte pertinent dans la diapositive. Donc, je résume la position de la Cour interaméricaine. Il est possible de dénoncer la Convention américaine dans son intégralité. Bah oui, c'est prévu par l'article 78. On peut difficilement faire comme si cet article n'existait pas. Il est là. On ne peut pas l'effacer, on ne peut pas le gommer du texte. Donc, il est possible de dénoncer la Convention dans son intégralité. Par contre, on ne peut pas dénoncer simplement l'acceptation de la compétence contentieuse de la Cour. C'est tout ou rien. Une fois qu'on s'est engagé, une fois qu'on a accepté que la Cour interaméricaine soit compétente, on ne peut pas revenir en arrière, sauf à dénoncer complètement la Convention. Alors, je disais tout à l'heure que c'était un coup de poker, mais il y a aussi l'autre façon de voir les choses. Politiquement, c'est quand même, d'une certaine façon, difficile pour un État de dénoncer un traité de protection des droits de l'homme. Sur la scène internationale, l'image de cet État serait écornée. Alors, vous allez me dire, ça dépend des États. Il y a des États qui ne sont plus tellement embêtés par leur image sur la scène internationale. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Mais politiquement, ça coûte. Même, ça a un coût de dénoncer un traité de protection des droits de l'homme. Et puis, dernière, je vous disais que c'était l'avant-dernière illustration.
Dernier élément en date ajoute un élément que je trouve très, très intéressant, sans doute le plus intéressant actuellement sur ce sujet-là. Je vous ai dit tout à l'heure que le Venezuela a dénoncé la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Et un peu plus tard, le Venezuela a même dénoncé la charte de l'Organisation des États américains. Eh bien, la Colombie a saisi la Cour interaméricaine d'une demande d'avis consultatif au sujet de cette dénonciation. La Colombie a saisi la Cour pour lui demander ce qu'elle pense de cette dénonciation de la Convention par le Venezuela. Et l'avis rendu par la Cour interaméricaine, cet avis date de décembre 2020, il est assez récent, cet avis est assez intéressant parce qu'il contient une piste pour renforcer la protection des individus contre la dénonciation des traités par les États. L'avis de la Cour interaméricaine de décembre 2020 contient une piste de renforcement de l'encadrement de la dénonciation par le droit international, une piste d'amélioration du droit international. Cet avis, donc, comme je le disais, il date du 16 décembre 2020 et la Cour dit OK, vous pouvez dénoncer la Convention américaine relative aux droits de l'homme, mais il faut quand même respecter certaines conditions qui ne sont pas expressément prévues dans le texte de la Convention américaine. Le texte de l'article 78, on l'a regardé ensemble, il ne contient pas grand-chose. Il contient 2 conditions très faciles à satisfaire. Rappelez-vous, il faut attendre 5 ans après la ratification de la Convention et il faut un préavis d'1 an. La Cour ajoute des conditions supplémentaires. Alors, il y a 2 conditions. Premièrement, la Cour dit la décision de dénonciation doit faire l'objet d'une procédure interne spécifique. Il faut quand même suivre une certaine procédure au niveau national et en particulier, je synthétise, il faut qu'il y ait un débat public sur cette question, un débat pluraliste, c'est-à-dire un débat au cours duquel on laisse toutes les opinions s'exprimer, y compris l'opinion des groupes minoritaires, et puis un débat transparent. L'exécutif d'un État ne peut pas se réveiller un matin et dire « Oh, je dénonce la Convention américaine relative aux droits de l'homme ». Ça, dit la Cour, ce ne serait pas acceptable, ce ne serait pas valide. Il faut une discussion approfondie au niveau interne, préalablement à la dénonciation de la Convention américaine. Et donc, on peut se dire qu'une telle condition pourrait permettre d'invalider une décision inconstitutionnelle de retrait. C'est-à-dire l'exécutif ne respecte pas la procédure prévue par la Constitution pour dénoncer un traité. Et en particulier, c'est souvent la question qui surgit, en particulier, le président ou le chef du gouvernement dénonce un traité sans consultation préalable du Parlement, alors que cette consultation est prévue par la Constitution nationale. Cette condition pourrait aussi permettre d'invalider les dénonciations sans consultation préalable, comme c'était le cas au Bélarus. Le Bélarus a dénoncé le protocole facultatif au pays DCP sans aucune discussion, sans aucune consultation, ni avec le Parlement, ni avec la société civile, rien du tout.
Ça, c'est la première condition. Il faut un débat public, pluraliste et transparent. Puis, deuxième condition, alors je synthétise, hein, l'avis de la Cour est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis. Je résume. Deuxième condition, la décision de retrait doit être prise de bonne foi. C'est-à-dire qu'il faut regarder le contexte général dans lequel cette décision de dénonciation a été prise. Et la Cour détaille cette condition en examinant 6 situations dans lesquelles, dit-elle, la dénonciation pourrait susciter des interrogations. Parmi les 6 situations envisagées par la Cour, j'en isole une. La Cour dit on peut remettre en cause la bonne foi de l'État lorsque la dénonciation s'inscrit dans un contexte général d'érosion progressive des institutions démocratiques. Si un État évolue dans le sens d'un autoritarisme accru, eh bien, la dénonciation d'un traité de protection des droits de l'homme, a priori, suscite des interrogations. Alors là aussi, je vous ai mis le texte de l'avis du 16 décembre 2020. C'est assez long. J'ai retenu simplement les paragraphes dans lesquels la Cour résume. En réalité, le texte est beaucoup, beaucoup plus long et beaucoup plus détaillé, mais on retrouve ici, pour celles et ceux que ça intéresse, la liste des 6 situations envisagées par la Cour interamericane. Ces conditions, elles sont très innovantes. Elles ne sont pas prévues dans la Convention américaine. Elles ne sont pas prévues à l'article 78. Elles ne sont prévues par aucun traité, d'ailleurs. Pour dire vrai, aucun traité de protection des droits de l'homme ne prévoit ce genre de conditions. Mais la Cour a interprété la Convention, c'est logique, c'est son rôle, a interprété la Convention dans un sens favorable à la protection des droits de l'homme, dans un sens qui vise à essayer d'encadrer, de limiter la possibilité de dénonciation des traités de droits de l'homme par les États. Que, comme je le disais, quand un État dénonce un traité de protection des droits de l'homme, en fait, les gens ne sont plus protégés. En tout cas, ils n'ont plus la protection du niveau supranational. Ils ne peuvent être protégés que par le système interne, par les juridictions internes. Et c'est toujours mieux d'avoir 2 niveaux de protection, le régime national, le système national et le système international. C'est toujours mieux que d'avoir un seul niveau de protection. Donc, on a ici un élément de réponse à la question que je posais. Est-ce qu'il y a une spécificité des traités de protection des droits de l'homme? La Cour interaméricaine des droits de l'homme nous dit oui. Les traités de protection des droits de l'homme, ce n'est pas n'importe quel type de traité. Ce sont des traités spécifiques qui visent à reconnaître des droits, non pas des droits réciproques entre les parties, mais des droits aux individus. Et donc, puisque ces traités sont spécifiques, il faut que des règles spécifiques de dénonciation s'appliquent. Le Comité des droits de l'homme, rappelez-vous, avait aussi une position assez proche. Lui aussi considère que les traités de protection des droits de l'homme sont assez spécifiques. Sauf que cette position n'est pas protégée, n'est pas partagée, par tous les organes de protection des droits de l'homme. Dans le système africain, la Cour africaine des droits de l'homme a choisi une position très différente. Est-ce que vous connaissez
l'affaire pertinente, l'affaire qui a donné à la Cour africaine l'occasion de se prononcer sur la dénonciation de la charte. Ce n'est pas de la charte. Pardonnez-moi, je suis un peu surprise, il y a un orage de grêle chez moi. Il y a de la grêle. C'est assez impressionnant. Pardon, j'espère que rien ne va se passer. Vous n'entendez pas le bruit? Ça fait pas de bruit? Non? Bon, tant mieux parce que c'est assez étonnant. Est-ce que vous connaissez l'affaire alors qui a conduit la Cour africaine à cette dénonciation? Non? C'est une affaire qui ça vaut le coup d'être, ça vaut le coup d'en parler parce que c'est une affaire qui est très 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 connue. C'est sans doute une des affaires les plus connues de la Cour africaine des droits de l'homme, me semble-t-il. Alors, petit rappel du système africain de protection des droits de l'homme. Là aussi, il y a plusieurs niveaux d'engagement pour un État. Si un État ratifie simplement la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'intitulé exact, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Si un État ratifie uniquement la Charte africaine, eh bien, seule la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est compétente. La Commission peut techniquement recevoir une plainte individuelle, mais la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ne peut pas rendre des arrêts. Elle ne rend pas des arrêts contraignants, juridiquement contraignants. Pour que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples soit compétente, il faut un engagement supplémentaire des États. Ratifier la Charte africaine, la Cour n'est pas compétente simplement parce que l'État a ratifié la Charte. Il faut deux choses supplémentaires, plus précisément, deux niveaux d'acceptation de la compétence de la Cour. Premier niveau d'acceptation de la compétence de la Cour, l'État doit non seulement avoir ratifié la Charte africaine, mais il doit au surplus avoir ratifié le protocole. Alors, je vais simplifier, je vais raccourcir. C'est ce qu'on appelle le protocole d'Ouagadougou, mais son vrai nom, vous l'avez sur la diapositive, c'est un peu long. Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce texte, on l'appelle le protocole d'Ouagadougou. Donc, l'État doit ratifier la Charte, plus ratifier le protocole d'Ouagadougou. Si l'État ratifie le protocole d'Ouagadougou, les individus peuvent saisir la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui éventuellement peut transmettre l'affaire à la Cour africaine. Comme c'est écrit ici, la ratification du protocole d'Ouagadougou permet simplement l'accès indirect à la Cour africaine. Pas d'accès direct. Et ça, c'est un problème parce que, en réalité, la Cour africaine n'a pas de très bonnes relations pour l'instant avec la Commission africaine. Il n'y a pas vraiment une coopération harmonieuse entre les deux institutions. Et de ce fait, il y a très très peu d'affaires qui ont été transmises par la Commission à la Cour. À ma connaissance, à ce jour, il y a simplement 3 affaires. La Commission africaine a transmis à la Cour seulement 3 affaires. C'est vraiment pas beaucoup. Et donc, pour que la Cour soit compétente, il faut que l'État accepte au surplus, en plus de la ratification de la Charte, en plus de la ratification du protocole d'Ouagadougou, il faut que l'État fasse la déclaration prévue à l'article 34, paragraphe 6
du protocole d'Ouagadougou. Quand l'État fait cette déclaration, en fait, il accepte que la Cour soit saisie par des individus. Directement, je veux dire. Il accepte la saisine individuelle de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, on l'appelle saisine individuelle, mais en réalité, la saisine est ouverte aussi à certaines ONG, organisations non gouvernementales, plus précisément aux ONG ayant le statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, 3 niveaux d'engagement. L'État ratifie la charte africaine, l'État ratifie au surplus le protocole d'Ouagadougou, l'État accepte en 3e lieu, de façon cumulative, les requêtes individuelles auprès de la Cour africaine. Eh bien, dans la période récente, on a plusieurs exemples, 4 à ce jour. On a 4 exemples d'États qui ont dénoncé la déclaration faite au titre de l'article 34, paragraphe 6. Ils n'ont pas dénoncé la charte africaine. Politiquement, ce serait très mal vu quand même sur la scène internationale. Donc, ils n'ont pas dénoncé la charte. Ils n'ont pas dénoncé le protocole d'Ouagadougou. Ils ont simplement, entre guillemets, dénoncé l'acceptation de la saisine individuelle de la Cour africaine. Je dis simplement, entre guillemets, parce qu'en réalité, ça verrouille le système. Puisque si l'État retire cette déclaration au titre de l'article 34, paragraphe 6, eh bien la Cour ne peut plus être saisie de requêtes individuelles. Et comme les relations avec la Commission ne sont pas bonnes, en fait, le retrait de la déclaration au titre de l'article 34, paragraphe 6, de fait, vaut en quelque sorte blocage de la Cour africaine qui n'est plus saisie, en fait, qui n'aurait plus d'affaires à traiter. Donc, plusieurs exemples de dénonciation, comme je viens de le dire, ce qui veut dire que les individus et les ONG ne peuvent plus adresser de requêtes individuelles à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, voici les dispositions pertinentes. On est ici dans le protocole d'Ouagadougou, protocole qui crée la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et donc, vous voyez qu'à l'article 5, il est prévu, c'est ce que je viens de vous expliquer, la Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux ONG dotés du statut d'observateur auprès de la Commission d'introduire des requêtes directement devant elle, conformément à l'article 34, paragraphe 6 de ce protocole. Et puis, article 34, paragraphe 6 du protocole d'Ouagadougou, à tout moment à partir de la ratification du présent protocole, l'État doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'article paragraphe 3. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l'article 5, paragraphe 3, intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration. C'est le texte de ce que je viens de vous dire. Et j'ajoute que dans le protocole d'Ouagadougou, et d'ailleurs, à plus dans la charte elle-même, on ne trouve aucune clause de dénonciation. Les États n'ont pas introduit un article similaire à l'article 78 de la Convention américaine. Ils sont restés silencieux au sujet de l'éventuelle possibilité de dénonciation de la charte du protocole d'Ouagadougou. Alors, quand on regarde les travaux préparatoires, on peut penser que ce silence est volontaire. Ce n'est pas que les États ont oublié ce sujet. Ce n'est pas que les États n'y ont pas pensé. Les travaux préparatoires, alors vous savez que les travaux préparatoires de la charte et du protocole ne sont pas publics. C'est ce que j'ai lu dans la doctrine. Ce n'est pas ce que j'ai lu dans les travaux préparatoires, mais on dit que
une proposition a été faite, un amendement au texte a été proposé visant à introduire une clause de dénonciation. Ce projet d'amendement n'a pas été retenu. C'est délibérément que les États ont choisi de ne pas introduire de clause de dénonciation dans la charte et dans le protocole d'Ouagadougou. Comme je l'ai dit, malgré l'absence de clause explicite, la Cour a été confrontée à 4 reprises à des hypothèses de dénonciation. Les États, il y en a 4, ont dénoncé leur acceptation des requêtes individuelles. Donc, on soit bien d'accord, les États n'ont pas dénoncé la charte, les États n'ont pas dénoncé le protocole d'Ouagadougou, les États ont dénoncé la déclaration faite au titre de l'article 34, paragraphe 6 du protocole d'Ouagadougou. Il y en a 4, le Rwanda en 2016, la Tanzanie en 2019, le Bénin en 2020 et la Côte d'Ivoire en 2020 également. Celles et ceux que ça intéresse, j'ai mis sur la diapositive le lien Internet vers le document public officiel relatif à cette dénonciation. Alors souvent, c'est un communiqué de presse qui donne parfois quelques éléments d'explication, de motivation de cette dénonciation. Alors vous allez me dire, 4 dénonciations, c'est pas la fin du monde, c'est pas beaucoup, ça va. En fait, c'est quand même problématique parce que il n'y a que 12 États en tout et pour tout qui ont accepté la compétence de la Cour africaine pour recevoir des requêtes individuelles. Ça fait pas beaucoup 4 États. Ça fait pas beaucoup 12 États. 4 États sur 12, ça fait un tiers. Un tiers des États qui ont retiré cette acceptation. C'est d'autant plus gênant que ces 4 États représentaient 85% des affaires pendantes devant la Cour. Autrement dit, ces dénonciations assèchent le réservoir d'affaires qui peuvent être traitées par la Cour africaine. Ces 4 dénonciations, on peut dire que ce n'est pas très grave, en fait, elles peuvent bloquer le système. Elles peuvent empêcher le fonctionnement normal, efficace, du système africain de protection des droits de l'homme. Alors, depuis 2020, il y a quelques États qui ont manifesté un soutien de la Cour, parce qu'évidemment, tout ça, ça a ébranlé la Cour africaine. Il y a 2 États qui ont manifesté leur soutien à l'égard de la Cour en acceptant la déclaration au titre de l'article 34, paragraphe 6. C'est le cas du Niger en octobre 2021 et c'est le cas de la Guinée-Bissau en novembre 2021. Donc, en tout et pour tout, on a aujourd'hui, donc 12 moins 4 égale 8 États qui acceptent la saisine individuelle de la Cour. Donc, on a, outre le Niger, la Guinée-Bissau, on a le Burkina Faso, la Gambie, le Ghana, le Malawi, le Mali et la Tunisie. 8 États à ce jour. Les personnes placées sous la juridiction de 8 États africains peuvent saisir la Cour africaine. Donc, le premier exemple de dénonciation, c'est le Rwanda en 2016. Le Rwanda a dénoncé son acceptation de la saisine individuelle de la Cour dans le contexte de l'affaire Ingabire-Victoire. C'est l'affaire dont je vous parlais, l'affaire très connue, l'affaire Ingabire-Victoire Umuoza, je vais le prononcer correctement, contre le Rwanda.
l'affaire avait beaucoup irrité le Rwanda parce que Ingabire Victoire, c'était une opposante politique en exil, qui était partie en exil en Europe pendant plusieurs années, et qui est revenue pour se présenter aux élections, je ne sais plus lesquelles, à des élections nationales. Je ne sais plus si c'était les élections législatives, municipales ou peut-être même présidentielles, je ne sais plus. Qui était revenue pour se présenter à des élections nationales. Et le gouvernement disait que Madame Ingabire Victoire était en fait une génocidaire, qu'elle avait tenu des propos, plus précisément, qu'elle avait tenu des propos favorables au génocide. Alors vous comprenez que dans le contexte du Rwanda, le sujet était extrêmement sensible. Et donc, le gouvernement dit, ce n'est pas normal que le système africain de protection des droits de l'homme serve à des criminels, qui est une manière de contester l'universalité des droits de l'homme. Dire, en fait, on reconnaît le droit de saisine individuelle uniquement pour certaines catégories de personnes, uniquement pour les gentils, pour faire simple. Ça, c'est un argument qu'on retrouve aujourd'hui assez fréquemment devant tous les systèmes de protection des droits de l'homme, même en Europe. On a des États, on voit un petit peu plus tard, y compris la Cour d'ailleurs, hein, on a des États qui disent « Oh, la Cour, ok, mais pas pour les terroristes, pas pour les présumés terroristes même. » Normalement, tout le monde est censé avoir droit à un procès équitable. Ça n'empêche pas de condamner la personne. Mais normalement, tout le monde devrait pouvoir avoir accès à la justice, à un procès équitable. Est-ce que ça vous choque ce que je dis ou pas? Ce sont des questions qui sont assez débattues à travers le monde aujourd'hui. Il y a de plus en plus de voix qui dénoncent la possibilité pour des criminels présumés ou condamnés de saisir les organes de protection des droits de l'homme. Donc, c'était l'argument du Rwanda. Et comme le gouvernement était très fâché, il a dit, puisque c'est comme ça, je retire l'acceptation de la compétence contentieuse de la Cour. Alors, à vrai dire, le Rwanda disait, en fait, à partir du moment où je retire l'acceptation, la Cour n'est plus compétente, du jour au lendemain. Et donc, en quelque sorte, ce que demandait le Rwanda, c'est que la Cour ne puisse pas examiner l'affaire Ingabire. Certains ont dit que le Rwanda voulait éviter que la Cour ne puisse traiter cette affaire. Et donc, la Cour est amenée à répondre à la question de savoir si un État peut dénoncer l'acceptation de sa compétence sur saisine individuelle. La Cour rend sa décision dans un arrêt de 2016. Si le sujet vous intéresse, faites attention, il y a plusieurs décisions dans l'affaire Ingabire. Là, on va parler de l'arrêt sur la compétence. Plus tard, il y a eu un arrêt sur le fond aussi. Ici, la Cour se prononce uniquement sur la validité de la dénonciation par le Rwanda. Alors, comme précédemment, pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai mis l'intégralité du raisonnement de la Cour, enfin, plus exactement, j'ai mis les positions des parties, les arguments des requérants et de l'État, et puis la solution de la Cour. Mais on ne va pas lire, c'est assez long, on ne va pas lire l'intégralité de ce texte, je vais résumer le raisonnement de la Cour, mais encore une fois, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'aller voir dans le détail le raisonnement de la Cour, si vous voulez vérifier que je ne mens pas, vous pouvez aller voir le texte de l'arrêt dans le point.
Donc, je résume ce que dit la Cour africaine. La Cour dit, tiens, on va faire autrement. Donc, pour mémoire, il n'y a pas de clause de dénonciation dans la charte ou dans le protocole de Ouagadougou. Quelle est, à votre avis, la réponse de la Cour africaine? Est-ce qu'on peut ou pas dénoncer la déclaration au titre de l'article 34, paragraphe 6? Qu'est-ce qu'il faudrait logiquement faire pour répondre à cette question? Qu'a fait le Comité des droits de l'homme? J'en ai parlé au début de l'exposé. C'est de faire accepter la charte avec le protocole pour qu'on puisse, pour permettre l'accès à la Cour africaine, c'est ça. Alors la dénonciation ne sera pas acceptée. C'est logiquement, c'est pas, c'est vrai. Donc, d'après vous, on ne peut pas accepter la dénonciation. C'est ça? J'entends pas très bien, en fait. C'est bien ça? En s'appuyant sur quel texte? C'est le début, le texte c'était la première idée qu'il faut accepter au début, on ratifie la charte avec le protocole pour avoir accès. Mais avec la dénonciation, ça sera alors, je sais pas, j'ai pas bien saisi les deux idées, mais je crois que logiquement, on peut accepter. Je crois que vous avez compris. Rappelez-vous la Convention de Vienne sur le droit des traités. L'article 56. S'il y a une clause de dénonciation dans le traité, on peut dénoncer. C'est écrit, noir sur blanc. Par contre, s'il n'y a pas de clause de dénonciation dans le traité, le principe, c'est qu'on ne peut pas dénoncer. Et il y a deux exceptions prévues à l'article 56 de la Convention de Vienne. Première exception, on arrive à prouver qu'en réalité, les États voulaient préserver la possibilité de dénonciation. Ils n'ont pas introduit une clause dans le traité, mais en fait, ils auraient voulu le faire. Ils ont oublié. Et deuxième hypothèse, deuxième exception, le traité, par nature, est un traité qu'on peut dénoncer. Sauf que, rappelez-vous, j'ai commencé par là, le Comité des droits de l'homme dit un traité de protection des droits de l'homme qui ne contient pas de clause de dénonciation ne peut pas être dénoncé. Parce que les deux exceptions prévues par la Convention de Vienne ne sont pas réunies dans le cas d'un traité de protection des droits de l'homme. Donc, logiquement, la Cour africaine aurait dû considérer que les États ne peuvent pas dénoncer l'acceptation du droit de l'individu. Sauf que la Cour africaine, elle était dans une position assez difficile. Tout ça, ça a des implications politiques. Vous comprenez bien que si on dit aux États, une fois que vous vous êtes engagés, vous ne pouvez pas revenir en arrière, le risque, c'est qu'aucun autre État ne s'engage à l'avenir. Le risque, c'est de faire peur aux États. Et comme il n'y a pas beaucoup d'États qui ont accepté la compétence de la Cour, saisine individuelle,
Ben, ce n'était pas évident pour la Cour africaine de dire « je vais jouer les montagnes, je vais faire peur aux autres États par crainte qu'il n'y ait plus de contentieux, en fait, par crainte qu'il n'y ait plus aucun État qui accepte sa saisine individuelle. » Et donc, la Cour africaine des droits de l'homme, pour des raisons, à mon avis, politiques, liées au contexte le contexte de fragilité dans lequel se trouvait et se trouve encore la Cour africaine, a choisi une position différente du celle du Comité des droits de l'homme, et elle a accepté la possibilité de dénonciation en s'appuyant de façon ostensible sur la souveraineté de l'État. L'État est souverain, donc l'État peut accepter ou retirer son engagement. Dans l'arrêt Ingabire, la Cour dit expressément la souveraineté des États prescrit que les États sont libres de s'engager et qu'ils conservent le pouvoir discrétionnaire de retirer leurs engagements. La charte et le protocole ne consacrent pas de dispositions relatives à la dénonciation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la Cour aurait pu conclure que la dénonciation n'est pas possible. Mais, plutôt que d'appliquer la Convention de Vienne, qui l'aurait conduite à la conclusion selon laquelle la dénonciation n'est pas possible, la Cour africaine va dire en fait, la Convention de Vienne ne s'applique pas. La Convention de Vienne concerne les traités, mais l'acceptation, la déclaration prévue à l'article 34, paragraphe 6 n'est pas un traité. La déclaration prévue à l'article 34, paragraphe 6 est un acte unilatéral. Donc, la Convention de Vienne sur le droit des traités ne s'applique pas, puisqu'en réalité, il ne s'agit pas de dénoncer un traité. En réalité, rigoureusement parlant, il s'agit de retirer un acte unilatéral. Et donc, la souveraineté là l'emporte. La Cour ne vérifie pas, comme l'avait fait le Comité des droits de l'homme quelques années auparavant, la Cour ne vérifie pas si les conditions posées par la Convention de Vienne sont remplies. Elle ne vérifie pas si on est dans une hypothèse d'exception autorisant une dénonciation. Par contre, sur le premier point, elle donne raison au Rwanda. Le Rwanda avait le droit de retirer sa déclaration. Je ne dis pas qu'il avait raison, il avait le droit. Par contre, sur le deuxième point, la Cour ne donne pas raison au Rwanda. Elle dit qu'il y a un délai de préavis. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, dénoncer la déclaration. Il faut prévenir à l'avance. Le délai de préavis est d'1 an. Ce qui permet à la Cour d'examiner l'affaire Ingabire, puisque la dénonciation ne fait pas effet immédiatement. Ça va, c'est clair? Oui, ça va? Oui. Et donc là, on a une approche différente. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'a pas la même approche que le Comité des droits de l'homme. Et elle n'a pas la même approche que la Cour interaméricaine. Rappelez-vous, la Cour interaméricaine a dit, l'arrêt de 99, la Cour interaméricaine a dit l'acceptation de la compétence contentieuse de la Cour n'est pas détachable de la ratification de la Convention américaine. Les deux sont liés. La Cour africaine dit autre chose. La Cour africaine considère qu'on peut examiner les deux séparément. Positions différentes. Et puis, pour être parfaitement exhaustive, je dois vous dire que la Cour africaine a validé
sa position. Elle a eu l'occasion de confirmer sa position en décembre 2021 dans l'affaire Glory Oussou et Landry contre République du Bénin. Elle a confirmé que les États peuvent, du fait de leur souveraineté, dénoncer l'acceptation du droit de saisine individuelle. Si vous avez bien suivi, il me reste un système à examiner, lequel? On a fait le système olympien, on a fait le système interaméricain, on a fait le système africain. Il reste un système, c'est le système européen. Donc, comme toujours, le texte de l'arrêt de la Cour de 2021, si jamais vous souhaitez aller lire la solution dans le texte. Donc, il me reste le système européen de protection des droits de l'homme. Évidemment, dans le système européen, il y a une convention qui attire toute l'attention, qui est plus particulièrement connue, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Eh bien, la Convention européenne des droits de l'homme contient une clause de dénonciation. C'est prévu, c'est à l'article 58 de la Convention. Et l'article est très proche de l'article 78 de la Convention interaméricaine. La dénonciation est très facile. Il faut attendre 5 ans après la ratification de la Convention. Et il faut respecter un préavis de 6 mois. Pour ce qui est de la Convention interaméricaine, le préavis est de 1 an. Ici, un simple préavis de 6 mois suffit. Donc, c'est facile, en fait, d'énoncer la CEDH. Alors, c'est un petit peu dangereux, précisément parce que c'est facile, en fait. Alors, vous allez me dire, pour l'instant, il n'y a aucun État qui a dénoncé la CEDH. C'est vrai, mais il faut préciser. Dans l'histoire, en 1969, la Grèce s'est retirée du Conseil de l'Europe. Et puisqu'elle s'est retirée du Conseil de l'Europe, mécaniquement, elle s'est aussi retirée de la CEDH, puisqu'il faut être membre du Conseil de l'Europe pour ratifier la CEDH, prévu à l'article 58, paragraphe 3 de la CEDH, cesserait d'être partie à la présente convention toute partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe. Donc, première hypothèse, la Grèce a été réintégrée dès 1974, donc ça a duré 5 ans. C'est un vieux exemple. Beaucoup plus récemment, vous savez peut-être qu'il y a plusieurs États qui menacent de dénoncer la CEDH. C'est le cas du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni se plaint beaucoup de la Cour. Ils ne sont vraiment pas contents, ça ne leur plaît pas du tout. Pour plusieurs raisons. Alors, vous connaissez peut-être les affaires Hearst, les affaires Abu Qatada, l'affaire Othman, sont des exemples d'arrêts rendus contre le Royaume-Uni qui ont énormément déplu au Royaume-Uni, pour des raisons que j'ai expliquées brièvement ici. Il ne faut pas croire que les menaces de dénonciation sont du passé. En ce moment même, la Chambre des communes, l'une des 2 chambres du Parlement britannique, examine un nouveau projet de loi visant à dénoncer la CEDH. Donc, ils ne l'ont pas fait, mais ils menacent sans arrêt de le faire, et c'est toujours d'actualité. Le sujet a touché la France aussi. Vous savez peut-être que des membres de la droite et de l'extrême droite, les Républicains et le Rassemblement national, avant c'était Front National, le nom du parti, des membres de 2 partis politiques de droite et d'extrême droite ont proposé une résolution
Alors, ce n'est pas une loi, hein. Ce n'est pas un texte de loi. C'est un texte qui n'est pas juridiquement contraignant. Mais quand même, c'est un texte qui a symboliquement du poids. Ils ont proposé en 2015 de dénoncer la CEDH et de ratifier à nouveau le texte en excluant les terroristes présumés du droit de recours individuel. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu le même raisonnement que le Rwanda. Heureusement, ce projet n'a pas été retenu. Le projet n'a pas été adopté. La France n'a pas dénoncé la CEDH. Attention, ne me faites pas dire des bêtises. Et puis, il y a eu un projet similaire en Suisse en 2018. Pareil, il y a une initiative citoyenne qui a été déposée, mais qui n'a pas abouti. Donc, la Suisse n'a pas non plus dénoncé la CEDH, mais ça fait partie des choses qu'on entend quand même dans le discours politique depuis quelques années. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on considère... Alors, l'article 58 de la CEDH dit qu'un État qui sort du Conseil de l'Europe sort de la CEDH. En 2013, le président de la Cour européenne disait l'inverse. L'inverse est vrai aussi. Un État qui sort de la CEDH serait obligé de sortir du Conseil de l'Europe. Donc, politiquement, ça a un coût de se retirer de la CEDH. On serait quand même, l'État qui se retire de la CEDH serait quand même mis au banc de la société internationale, serait montré du doigt comme étant un État qui n'est pas démocratique, pour faire simple. L'exemple le plus récent, alors c'est pas vraiment une dénonciation, pas à proprement parler, mais je voudrais vous dire deux mots quand même sur la situation de la Russie. Vous avez forcément entendu parler de la guerre en Ukraine. Vous savez, j'imagine que cette guerre n'a pas commencé en 2022. En réalité, la guerre a commencé en 2014. Et vous savez aussi que la situation suscite des inquiétudes, la situation en Russie, du point de vue des droits de l'homme, suscite des inquiétudes depuis un certain temps. Ce n'est pas depuis 2022. La situation suscite des inquiétudes en Russie parce que la Russie a adopté deux lois en 2017 et 2020 qui visent à permettre à la Cour constitutionnelle russe de choisir les arrêts qu'ils veulent exécuter. La Cour constitutionnelle russe peut décider que certains arrêts de la Cour européenne ne sont pas exécutables parce qu'ils sont politiquement sensibles, pour faire simple. Le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Très rapidement, le comité des ministres, j'accélère parce qu'on arrive au bout du temps imparti, très rapidement, le comité des ministres exclut la Russie du Conseil de l'Europe. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi cette subtilité. La décision d'exclusion de la Russie intervient le 16 mars. Le 15 mars, la veille, la Russie dit « Ah, en fait, je me retire du Conseil de l'Europe et je dénonce la Convention européenne des droits de l'homme. » C'est comme ça que j'arrive à la dénonciation. Une question juridique s'est posée parce que dans sa décision du 16 mars, le comité des ministres a dit que la Russie cesse immédiatement d'être membre du Conseil de l'Europe. La question, c'était, est-ce que la Russie cesse immédiatement aussi d'être partie à la CEDH? Rappelez-vous, dans les autres systèmes, quand on dénonce, il y a toujours un délai de préavis. On ne peut pas dire du jour au lendemain, je ne suis plus partie à la Convention. La réponse a été donnée par la Cour le 22 mars 2022
La Cour dit non, il faut appliquer un préavis de 6 mois. Autrement dit, la Cour dit un État qui est exclu du Conseil de l'Europe est dans la même situation du point de vue juridique au regard de la Convention européenne, est dans la même situation qu'un État qui dénonce la CEDH. Donc, le délai de préavis de 6 mois s'applique. Et donc, la Russie n'est plus partie à la CEDH depuis le 16 décembre 2022 et non depuis le 16 mars 2022. On n'est pas à proprement parler dans une situation de dénonciation de la CEDH, mais du point de vue juridique, il y a une très grande proximité entre les deux situations. Alignement des conséquences juridiques de l'exclusion du Conseil de l'Europe sur celle de la dénonciation de la CEDH. Et puis, dernier exemple dont je veux vous parler, qui est assez inquiétant, concerne la Convention d'Istanbul. J'imagine que vous avez entendu parler de la Convention d'Istanbul. Pas vraiment? C'est une convention très importante du Conseil de l'Europe qui porte sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. C'est une convention très, très innovante sur ces thématiques-là, une convention efficace sur ce sujet-là, mais qui, malheureusement, a été dénoncée par la Turquie. C'est le seul exemple. Donc là, vous avez quelques éléments de présentation de cette convention très, très complète, très innovante. Et donc, je vous disais, cette convention a été dénoncée par la Turquie en juillet 2020, pardon, en mars 2021. C'est le premier exemple, le seul à ce jour, de dénonciation effective d'un traité de protection des droits de l'homme dans le système européen. La décision a été prise par le président turc en mars 2021. Et ce qui a fait beaucoup débat, c'est que le président turc n'a consulté personne. Il n'a consulté personne au niveau national, il n'a pas consulté la société civile, il n'a pas consulté le Parlement turc, alors même que le Parlement turc avait validé la ratification initiale de cette convention par la Turquie. Donc, beaucoup de juristes ont dit non-respect du parallélisme des procédures. Puisque le Parlement a accepté la ratification de la Convention par la Turquie, il aurait fallu logiquement que le Parlement intervienne aussi pour accepter la dénonciation. La dénonciation ne pouvait pas être le fait du président turc tout seul. Je dois vous dire que la Convention d'Istanbul prévoit une dénonciation, c'est l'article 80, et comme toujours, la dénonciation est très facile. Il suffit de respecter une période de préavis très courte de 3 mois. Donc, la dénonciation, le principe de la dénonciation, on ne peut pas le discuter. Par contre, ce qui a été beaucoup discuté, c'est le point de savoir si il faut respecter un certain nombre de règles dans la procédure interne préalable à la dénonciation. C'est la position qu'a prise l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui est un organe du Conseil de l'Europe, un organe parlementaire comme son nom l'indique. En 2021, elle dit il faudrait quand même réfléchir pour poser des conditions minimales à la dénonciation. Ok, on peut dénoncer, puisqu'il y a une clause dans le traité. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Il faut respecter une certaine procédure au niveau national. Vous remarquerez que la position de l'Assemblée parlementaire est très proche de l'avis de la Cour interaméricaine de décembre 2020, dont j'ai parlé
il y a une demi-heure, 45 minutes environ. J'ai quasiment terminé. Il me reste un dernier point à traiter. Ça va être assez rapide. L'Assemblée parlementaire donc disait il faudrait quand même des conditions minimales relatives à la procédure nationale. Et elle disait je vais saisir la Commission de Venise pour réfléchir sur la question. Est-ce que vous connaissez la Commission de Venise? Vous avez déjà entendu parler de cet organe? Non? C'est un organe qui est assez connu, y compris en dehors du Conseil de l'Europe. C'est un organe qui donne des avis consultatifs, notamment sur les réformes constitutionnelles. Sur les réformes, de façon générale, sur les réformes au niveau interne, et en particulier sur les réformes constitutionnelles, nature constitutionnelle. Et donc, dernier point, la Commission de Venise a rendu son rapport en mars 2022, c'est assez récent, et il y a une légère divergence avec la Cour américaine des droits de l'homme, avec l'avis de la Cour de décembre 2020. La Commission de Venise dit il y a une nette tendance à prévoir l'intervention des parlements nationaux dans les procédures de dénonciation. Mais, dit la Commission de Venise, je ne suis pas sûre qu'on en soit déjà au stade de la règle coutumière du droit international. Il y a une évolution dans les États. Les États prévoient de plus en plus une consultation, voire une validation par le Parlement national de la dénonciation. Et ce n'est pas encore une règle coutumière. Donc la position de la Commission de Venise est plus souple que celle de la Cour interaméricaine. Comme d'habitude, j'ai mis pour celles et ceux que ça intéresse le texte pertinent, les extraits pertinents du rapport de la Commission de Venise. Et je conclus. On en est là pour l'instant. En l'état actuel, quand un traité prévoit une clause de dénonciation, c'est difficile de dire qu'on ne peut pas dénoncer. C'est écrit noir sur blanc. La clause existe. Donc, c'est difficile de dire que ce n'est pas possible. En revanche, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il faut respecter un certain nombre de conditions? Et un État peut dénoncer un traité de protection des droits de l'homme. Mais étant donné l'importance de ces traités pour les individus, ne faudrait-il pas exiger le respect d'un certain nombre de conditions tenant à la procédure interne? N'est-il pas normal que le Parlement national soit saisi? N'est-il pas normal qu'il y ait un débat sur le sujet avec la société civile, avec les associations nationales? Bref, il me semble qu'il y a là une idée prometteuse, une idée qu'il faudrait consolider en droit international, une idée qu'on peut promouvoir, chacun d'entre nous, à notre niveau, pour essayer d'encadrer la possibilité de dénonciation des traités de protection des droits de l'homme. Parce que, comme vous l'avez vu, hélas, le droit international, pour l'instant, ne fournit pas une protection suffisante contre la dénonciation des traités. Il faudrait renforcer la protection du droit international, en particulier s'agissant des traités de protection des droits de l'homme, parce que ce sont des traités spécifiques. C'est quand même pas la même chose qu'un traité de commerce. Il s'agit de protéger les droits d'individus. Et donc, ce serait bien que le droit international soit un peu plus rigoureux, un peu plus solide dans l'encadrement de ces possibilités offertes aux États. J'ai terminé ce que je voulais vous dire. Le temps imparti est écoulé. Je ne sais pas si vous avez malgré tout une ou deux questions, ou si les choses vous ont semblé à peu près claires.
Claire, voilà, merci. Tout va bien? Tout va bien? Oui? Oui. Bon, eh bien, il ne me Bon, reste plus eh qu'à bien, il vous ne me reste plus remercier de qu'à votre vous remercier de attention. votre attention. J'espère J'espère que cela vous a été que cela utile. vous a été utile. Euh, Euh, N'hésitez pas, si jamais vous N'hésitez pas, avez si des jamais vous questions, vous avez pouvez des questions, demander vous pouvez mon adresse demander mail mon adresse à mail Madame Cridis. à Madame Et puis, je Céline. vous souhaite Et puis, je vous une souhaite excellente fin de une semaine. excellente fin de Je crois semaine. savoir Je crois que la savoir formation que commence la tout formation juste. commence tout juste. Donc, il vous reste Donc, il vous reste plein plein d'interventions d'interventions passionnantes à écouter. passionnantes à écouter. Je vous remercie beaucoup de Je votre vous remercie attention. beaucoup de votre attention. Merci. Au revoir, j'ai été Au heureuse revoir, j'étais heureuse de présenter ce de sujet devant présenter ce vous. sujet devant vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.